parler des pionniers. Alors, quand je dis des pionniers, c'est 1950. 1950, le MIT et donc le MIT et IBM. Donc Xavier Vasquez va nous remettre finalement ça en perspective et va nous parler de l'utilité quantique. Xavier. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça sera l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu les progrès que l'on fait chez IBM concernant le quantique. Alors, on pourrait effectivement dire beaucoup de choses. J'ai 15 minutes pour vous faire cette présentation, donc on va passer par quelques étapes clés, pas toutes les étapes, mais en tout cas, il y en a une dont je voudrais vous parler, qui a été publiée en juin de l'année dernière et qui marque pour nous un vrai saut, on va dire, dans une nouvelle ère quantique. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 ? Pourquoi 2016 ? Parce que c'est la première fois qu'on met à disposition du grand public un ordinateur quantique qui faisait à l'époque 5 qubits et que tout le monde a pu tester, les chercheurs, etc. On a eu une démarche qui est une démarche scientifique d'abord, c'est-à-dire de la transparence totale sur là où on en est, nos défis, les erreurs qui vont bien, etc. Donc on a toujours joué le jeu de publier nos résultats, de les mettre en ligne, de publier dans les revues scientifiques, parce qu'on estime que c'est via la recherche qu'on arrivera à grandir sur le quantique. Et puis, depuis 2016, on a fait des efforts sur le hardware, sur les puces. On a publié donc la 5 qubits, puis 27 qubits, puis 65, puis 127, puis 433. L'année dernière, 1121 qubits. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de progresser sur la mise à l'échelle de ces qubits, de pouvoir interagir avec eux de manière la meilleure possible. Mais on aura toujours plus de qubits dans le futur, et ce qui est intéressant, c'est surtout la qualité de ces qubits. Et donc, par exemple, l'année dernière, nous avons publié une puce qui s'appelle Héron, qui, elle, ne fait que 133 qubits. Alors, le que est un peu ironique, c'est quand même pas mal, mais 133 qubits de grande qualité. Et quand je dis ça, eh ben, quand on la compare à un processeur qui s'appelle Eagle, qui fait 127 qubits, eh bien, on voit qu'on réduit de manière assez drastique les erreurs qui peuvent y avoir sur les opérations sur les portes. On est presque au niveau zéro dans ce qu'on appelle le crosstalk. Ça veut dire que quand vous interagissez avec un qubit ou un certain nombre de qubits, eh bien, ça peut avoir un impact sur les qubits environnants. Et puis, la vitesse des opérations des portes qui réduit de manière assez drastique et qui passe à 90-100 nanosecondes. Alors, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'il y a une très forte progression entre une puce à 127 qubits qui déjà a fait pas mal de choses, et je vous montrerai tout à l'heure, et on rentre dans une nouvelle ère avec ce processeur Héron qui va permettre justement d'adresser un certain nombre de sujets. L'autre chose, c'est qu'on a commencé à regarder à comment mettre les ordinateurs quantiques ensemble, c'est-à-dire faire des clusters comme du HPC quelque part, en mutualisant un certain nombre de ressources, comme par exemple toute la microélectronique, le câblage et tout ça, pour essayer de mettre en commun, on va dire, des ordinateurs quantiques, c'est ce qu'on appelle le système 2, et de passer à une autre échelle. Et puis depuis 2016, on a mis en open source un toolkit qui s'appelle Qiskit, et qui aujourd'hui, le framework open source sur le quantique, qui est le plus utilisé au monde, 6,5 millions de téléchargements. Donc, il y a des utilisateurs quantiques dans le monde et qui essayent leurs algorithmes, qui créent leurs algorithmes, qui créent des cas d'usage, qui développent des cas d'usage. Et donc, on est passé quand même à une certaine échelle. L'autre chose, c'est qu'on a déployé un peu plus de 60 systèmes dans le monde. Alors justement, il y a une forte demande sur le quantique et on essaye en fait de travailler là-dessus. Donc on a l'équivalent de 8 data centers, mais on les appelle les Quantum Computation Centers, dans lesquels il y a justement des machines, donc l'Université de Tokyo, Cleveland Clinic par exemple, et puis des centres d'innovation quantique, il y en a 38 dans le monde. Et ces centres d'innovation, ils ont plusieurs buts. La recherche et le développement, ça veut dire améliorer la recherche sur le quantique, sur toutes les strates, que ce soit les technologies capacitantes, sur le software, les cas d'usage, les choses comme ça. L'utilisation du quantique comme un outil,
par exemple dans l'industrie, l'acculturation, créer un écosystème, développer les talents, etc. Et donc, par exemple, on a ce type de centre qui permet en fait de créer des filières industrielles dans les pays et qui permettent de créer des champions, en gros, industriels dans les pays qui décident d'investir dans ce type de technologie. Donc, on commence à passer à une certaine échelle. Ensuite, depuis 2016, on a un certain nombre de clients et de partenaires. On en a plus de 280 aujourd'hui, donc vous voyez quelques logos, et qui, eux, travaillent sur des choses qui ont été évoquées justement avant, la simulation de la nature, les maths, regarder un peu en utilisant de l'IA, donc du machine learning, pour trouver des patterns ou dans des structures de données complexes, de la recherche et de l'optimisation. Donc des cas d'usage assez variés et une industrie quand même qui est assez variée dans le monde. Et puis, il y a eu des petites publications qui nous ont fait progresser. Donc celle-là, elle est un peu ancienne, elle date de 2017, mais pourquoi j'en parle? C'est parce qu'à un moment donné, on a fait ce fameux calcul de la courbe de liaison du lithium hybride, donc c'est mesurer les états énergétiques de cette molécule à un instant T. Et à l'époque, ça a nécessité 4,8 milliards de circuits quantiques, et ça a mis 290 jours à tourner. Puis on a fait en fait le même calcul il y a à peu près un an, et on a commencé à voir que ça mettait 7 heures. Donc une réduction drastique du temps de calcul. Donc on commence à s'intéresser, on se dit tiens, il y a vraiment un potentiel là-dessus. Et puis nos partenaires et clients, eux aussi, investissent dans la recherche. Et par exemple, ExxonMobil, leur truc c'est j'ai 500 bateaux dans la planète qui transportent du gaz naturel liquéfié. J'ai des ports où je me fournis, j'ai des ports où je dois délivrer, j'ai des camions, j'ai des stocks. Et en fait, comment est-ce que je trouve le chemin optimum pour, par exemple, économiser du carburant ou mieux gérer mes stocks? Et puis, des problèmes un peu plus pointus. Donc, on travaille avec le CERN. Et le CERN, vous savez, ils font du particule à particule. Je ne suis pas un pur physicien, plutôt dans le domaine de l'IA. Mais l'IA est intéressant ici. Pourquoi? Parce que quand on fait de la collision entre particules, il y a des nuages de points. Et chaque nuage de points est une somme assez importante de données. Et en fait, ils veulent trouver le boson de Higgs. Et pour trouver le boson de Higgs, je ne le savais pas avant, ils utilisent un algorithme de machine learning qui est bien éprouvé depuis des années, et pour trouver en fait quel est le nuage de points qui aurait la plus grande probabilité d'héberger le boson de Higgs. Et on a fait le même calcul en utilisant des techniques de machine learning via le quantique, et en très peu de temps, on a obtenu le même résultat que l'algorithme éprouvé, et on commence maintenant à faire des progrès sur la précision. Donc il y a un intérêt, effectivement, comme le disait Pascal, sur le machine learning. Et donc du coup, on a regardé, effectivement, augmentation de précision, trouver des patterns dans les données qui qu'on ne peut pas trouver avec des algorithmes classiques, générer de la donnée synthétique qui va pouvoir améliorer les modèles, par exemple dans le secteur financier, donc tout ce qui est gestion de la fraude, modélisation des marchés, des choses un petit peu comme ça. Et puis il y a un truc intéressant, ça a été en 2021 dans Nature Computational Science, dans lequel on a écrit un truc qui s'appelle The Power of Quantum Neural Networks, et qui montre qu'avec le quantique, on pourrait accélérer l'entraînement des réseaux de neurones. Alors, on en est encore un peu au prélude, c'est un peu s'avancer, mais on le montre que sur des cas plus petits, on arrive à faire ça, et en faisant des approximations, en se projetant un peu, on se dit, tiens, il y a un vrai potentiel. Et qui dit ça, dit on est en plein dans l'IA générative en ce moment, donc réseau de neurones, et donc potentiellement une voie à ouvrir pour explorer le quantique. Ça reste de la recherche. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, et pour nous l'année 2003 a été une grande année, parce que c'est la première fois qu'on démontre ce qu'on appelle l'utilité quantique. Alors, on estime maintenant qu'on rentre dans l'utilité quantique, et que le calcul sur du hardware passe maintenant à une autre étape, et le hardware commence à être utilisé pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des milliers de publications. Vous verrez sur le Internet, il suffit de regarder les milliers de publications. Elles tournent toutes sur un PC normal ou sur un MacBook. Je vous le dis tel que je le pense. Et là, on passe à une autre ère, qui est une ère où on utilise les machines quantiques parce que c'est des machines quantiques. Alors, on a publié un papier qui a fait la première page de Nature, qui est Evidence of Utility Before Fault Tolerance, et qui montre qu'on est capable, en fait,
donc, on a un système quantique, un système physique quantique, et puis là, les physiciens en fait prennent des mesures pour, on va dire, constater l'état de ce système quantique. Et on a travaillé avec l'université de Berkeley. Et en fait, ce qu'on a montré avec ce calcul qui a été fait sur une puce de 127 qubits, qui est le processeur Eagle et pas le processeur Heron, et on a montré qu'en fait, on était capable d'aller au-delà de ce qui est capable de simuler une machine classique. Et donc, c'est la première fois qu'on bascule dans un autre monde, qui est de l'utilité quantique, et donc d'avoir ce saut-là qui, malgré toutes les publications et les cas d'usage qu'il y avait jusqu'à présent, que vous voyez en bleu, finalement pouvait être reproduite avec des machines classiques très standards à une opération qui ne peut presque plus maintenant être faite. Et donc on s'approche de l'avantage quantique. On n'y est pas, mais on s'approche. Et donc on a décidé de se dire qu'on rentre finalement dans cette ère de l'utilité quantique avec cette publication. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé là, comme on a une démarche qui est vraiment scientifique, et lorsque vous publiez un tel résultat, eh bien, vous avez des scientifiques qui se disent « Ah mais alors attendez, comment est-ce qu'on peut reproduire, comment on peut challenger ça, etc. » Et on a reçu un certain nombre des publications qui ont été faites après coup, et qui ont, et ce n'est pas des publications IBM, c'est d'autres chercheurs dans le monde, et qui ont montré qu'ils ont été capables de reproduire cette expérience-là, et de montrer que cette expérience-là, on basculait vers un autre monde. Alors, quand je dis un autre monde, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un benchmark sur une puce IBM qui a 7 ans. En fait, c'est une bonne transition pour moi, parce que cette puce-là, qui était de 2017, eh ben, vous la comparez au processeur Eagle de 127 qubits, eh bien, on a un facteur d'amélioration qui est de x1000. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment un progrès significatif d'avoir cette puce Eagle qui a basculé de l'autre côté, et d'avoir en fait ce processeur Heron qui continue le chemin. À ce jour, et peut-être qu'on se trompe parce qu'on n'a peut-être pas toutes les charts up-to-date, mais on a vu des études qui, elles aussi, ont basculé du côté j'utilise du quantique pour du quantique, et on bascule sur des cas d'usage où les ordinateurs classiques ne peuvent plus faire ces simulations-là. Et c'est souvent donc des études qui font plus de 100 qubits. Donc, si vous êtes un physicien qui faisait des systèmes, qui modélisait des systèmes quantiques ou étudiait des systèmes quantiques, basculer vers plus de 100 qubits est la voie, en tout cas de ce qu'on le voit. Et puis, on approxime les 3000 portes. Donc, la première étude que j'ai montrée, c'est 2880 portes. D'autres ont fait plus de 3000 portes. Et donc, on bascule dans une autre ère qui est des systèmes plus larges. Ce résultat, on l'a obtenu avec notre puce à 127 qubits. Et là, on a sorti Heron, qui, elle, a une autre caractéristique. J'ai parlé tout à l'heure de crosstalk, cette fameuse mesure où il peut y avoir des interférences, on va dire, dans les qubits environnement et ceux qu'on opère. Et en fait, vous voyez que le processeur Eagle, eh bien, à fur et à mesure du temps, il se dégrade. La qualité du signal se dégrade. Et quand on fait en fait les mesures avec le processeur Heron, eh bien, on voit que finalement, le signal se dégrade presque plus. Je dis presque plus parce que vous voyez encore, il y a des petites zones grises tout en bas, donc tout n'est pas parfait, mais on a une amélioration significative. On a une amélioration significative sur l'erreur. J'ai parlé tout à l'heure de 0,1%. Quand on la compare au processeur Eagle, on voit vraiment cette courbe qui descend. Et puis aussi la vitesse, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Et on espère maintenant faire les premiers calculs avec plus de 9000 portes, ce qui va aussi pour nous changer d'échelle. Donc en fait, des études qui ont été faites l'année dernière, on va pouvoir aussi aller encore plus loin avec ce processeur Heron. Et donc ce progrès, c'est toute une communauté. IBM ne travaille pas tout seul dans son coin. On a justement cette communauté avec 280 partenaires, des universités, des chercheurs de partout dans le monde, et qui nous aident justement à faire ça. Et j'aime bien le problème d'ingénieur, parce qu'en fait, on bascule aussi dans un monde où c'est un problème d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on voit très bien où on veut aller, mais par contre, il y a plein de choses à améliorer. Il y a comment faire de la meilleure cryo, de la meilleure microélectronique, du meilleure communication, de câblage, etc. Donc, on passe aussi dans ce mode-là où on veut améliorer en fait toutes les technologies qu'il y a aux alentours. Et donc, IBM s'intéresse aux processeurs, et on serait même ravis, si vous avez des idées magnifiques, de collaborer en France
s'il y a des champions parmi vous de la microélectronique, cryo, câblage, etc., eh bien, pas de problème. Le but maintenant pour nous, c'est de se concentrer sur le processeur et d'ouvrir aussi à l'écosystème pour dire, bah, tiens, peut-être que vous avez une spécialité ici qui peut améliorer les systèmes, pas que les nôtres, parce que les innovations qu'on va faire sur ça, eh bien, va forcément bénéficier aux autres. Il y a de la place pour tout le monde. Alors notre voie pour l'informatique quantique utile, c'est simple, c'est un gros schéma qui est peut-être pas très visible, mais en fait l'idée principale c'est qu'on avait publié une roadmap il y a quelques années, que l'on met à jour régulièrement, et que vous regardez, on commence à cocher un peu pas mal de cases, et on continue à avancer vers l'ordinateur avec la correction d'erreurs en 2029, et puis les quelques années qui viennent avec notre grand objectif qui est de faire un super calculateur quantique, c'est-à-dire vraiment le mix entre du HPC et du quantique de manière très fluide et qui ait cet avantage quantique assez important. Et tout ça, en fait, va venir progressivement dans certains secteurs. Voilà. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de travail depuis 2016, mais pour nous, en tout cas, l'année 2023 a été une étape importante, on va dire, dans le chemin du quantique. Voilà. Et je suis pile poil dans les temps. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Xavier. On a de la place pour une ou deux questions. Quelques questions, Xavier. Il y en a beaucoup. Alors oui, je vois qu'il y en a beaucoup. On va les sélectionner. Il y en a une première sur une question de date. Quand est-ce qu'on pourrait utiliser ces technologies quantiques pour développer des modèles prédictifs dans plusieurs domaines, mais en tout cas... Alors moi qui suis plutôt un chercheur en IA, je commence déjà, moi, à utiliser, par exemple, dans le domaine des neurosciences, à utiliser en fait les machines quantiques pour faire des modèles prédictifs, machine learning, and co. Parce que en fait, j'y vois un avantage. Et il y a des désavantages et des avantages. Je vais commencer par le désavantage, c'est qu'on ne peut pas encore faire un très très grand ensemble de données. Par contre, il y a un gros avantage, c'est que, alors, sur certains cas spécifiques, eh bien, on peut vraiment augmenter de manière assez significative la précision. Et en fait, il y a plein de papiers, c'est pas si exceptionnel que ça. Il y a plein de papiers sur la classification sur la fraude, classification de neurones, des choses un peu comme ça. Donc, en fait, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. C'est assez facile. Et pour les data scientists, puisqu'il doit y avoir un peu un lien, c'est très simple. Vous vous connectez. C'est un pipeline de machine learning tout à fait standard. Vous utilisez scikit-learn ou PyTorch. Et puis, en fait, c'est juste quelques lignes supplémentaires qui vont vous permettre en fait, de vérifier ou de tester si la technologie quantique peut vous donner un avantage. Voilà. Alors, ça répond un peu à la question d'après qui était liée à l'IA. On dit souvent, enfin, j'ai entendu dire que l'IA n'avait pas encore rencontré son hardware et avec le quantique, ce serait peut-être un peu ça. Donc, cette combinaison des deux, est-ce que tu vois, en dehors de modèles prédictifs, des apports assez nouveaux? Alors, tu l'as un peu expliqué, je ne sais pas s'il y a d'autres aspects complémentaires que tu voudrais rajouter. Ouais, pas grand-chose à dire de plus que Pascal, par exemple, qui a bien décrit ça. Il y a plein sur la simulation de la nature, des systèmes physiques, l'optimisation, la recherche opérationnelle, l'IA, bien sûr, les mathématiques en tant que telles. Il y a peut-être des choses en mathématiques. Et puis, dans des secteurs, la chimie, les transports, l'aéronautique, découvrir de nouveaux matériaux. On a beaucoup de cas d'usage en fait, qui sont maintenant, on va dire, bien établis et qui essayent d'avancer. Inventer la batterie de demain, le nouveau matériau sur un avion. En fait, le software se développe pas mal. Il y a une communauté, je parlais tout à l'heure de Qiskit sur 6,5 millions de téléchargements. C'est pas rien. Donc il y a une vraie communauté qui se crée sur le software. Et j'ai l'impression alors moi, je n'ai pas connu cette époque, mais j'ai l'impression que quand je lis en fait, des bouquins d'histoire sur l'informatique, on est un peu dans cette époque où il y a le software là, qui commence à être bien grand, à se développer. Je pense qu'il y a déjà des entreprises qui ont bien ficelé leur IP. Et puis de l'autre côté, le hardware qui doit avancer et qui va faire progresser par saut. Alors tu as dit tout à l'heure que disons IBM, l'année 2023 était l'année de l'utilité du quantique. Est-ce que tu vois, ou quand est-ce que tu vois une utilité pour le groupe Bouygues? Franchement, si je regarde les 280 partenaires que l'on a, les télécoms, il y a quand même quelque chose à faire sur l'optimisation, les choses un petit peu comme ça. Les transports, peut-être, ça peut vous intéresser, ou peut-être la recherche de nouveaux matériaux, ça peut vous intéresser. Enfin, en fait,
on rentre dans une ère où, au début, on était en train de se dire, on va tester plein de choses. Et là, on est plus dans une ère où on se dit, c'est quoi qui vous fait le plus mal aujourd'hui et qui potentiellement pourrait décupler votre business ou vous régler un problème dur. ExxonMobil, c'est intéressant parce que pour eux, c'est un problème dur. Ça leur coûte, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'argent. De ne pas avoir des chemins optimaux, de ne pas avoir les stocks qui vont bien. C'est un vrai pain point pour eux. Et c'est pareil dans le monde de la finance, de la banque, par exemple, des choses comme ça. Donc, en fait, je dirais, souvent, on nous demande « Ah, mais qu'est-ce que vous nous proposez comme cas d'usage ?» En fait, des cas d'usage, il y en a plein, mais je dirais, je vous renvoie la question et je vous dis « Qu'est-ce qui vous fait le plus mal, qui aujourd'hui, vous n'arrivez pas à résoudre avec de l'informatique ?» Je pense qu'Edouard dirait, c'est le départ de nos clients mobiles, donc c'est le churn, si tu peux. Le churn de clients? Non. À résoudre ça, je pense que c'est un super cas d'usage. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.